Donc l'hypnose pour soulager la douleur, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer, enfin de vous convaincre que l'hypnose est une technique qui est importante pour nous les soignants, quel que soit notre mode d'activité, dans la prise en charge de la douleur. Alors, quelques chiffres qui montrent que 12 millions de Français, ça c'est extrait du livre blanc de l'hypnose 2017, sont concernés par les douleurs chroniques, c'est-à-dire 100 millions d'Européens, je dis bien 100 millions, de douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui ne sont pas contrôlées malgré un traitement médical au sens large complet, au-delà de 3 à 6 mois. Parmi eux, on estime, parmi les Français, donc les 12 millions, 8 millions ne reçoivent pas de traitement adapté. Vous savez qu'il y a tous les différents ministères de la Santé ont mis en place, et on voit ça même au niveau des cliniques, des hôpitaux, de l'HAS, hein, des recommandations de la prise en charge de la douleur, que ça commence par l'installation du patient, il y a la charte du patient, le respect de la douleur, jusqu'au niveau du post-opératoire, y compris après pour l'ambulatoire, quand on appelle le patient à domicile. Donc, les plus fréquentes, c'est le mal de dos et les céphalées, au sens large. C'est la première cause d'invalidité, la douleur chronique, donc, est la première cause d'invalidité après 45 ans. Je vous rappelle également que ça représente 60% des motifs de consultation aux urgences. Voilà un extrait, une capture d'écran de PubMed qui date d'il y a 3 jours, qui vous montre que, effectivement, ce qu'on savait déjà, c'est que, premièrement, la douleur n'est pas une maladie orpheline, et que, deuxièmement, son intérêt et les preuves scientifiques sont de plus en plus fortes, de plus en plus solides, quant à l'intérêt de la prise en charge de la douleur par les techniques d'hypnose, que ce soit l'hypnose conversationnelle, ce qui est le plus souvent utilisé, c'est-à-dire c'est pas une hypnose formelle où on va fermer les yeux, etc. Ce sont des techniques de communication, ce qu'on appelle la communication thérapeutique, parce que le fait de communiquer en lui-même, c'est thérapeutique vis-à-vis d'un patient ou d'une patiente. Donc, vous voyez, près de 2000 publications qui s'intéressent à la douleur et l'hypnose. Alors, je ne sais pas si on peut en faire des diapos et des diapos, hein. L'hypnose dans la douleur, l'auto-hypnose dans les patients hospitalisés, l'auto-hypnose pour les douleurs chroniques de l'enfant. L'HAS a recommandé, donc, sur des arguments scientifiques, en compilant, vous savez, le caractère, je dirais presque obsessionnel, d'avoir une médecine basée sur les preuves, pour pouvoir éditer des guidelines, enfin des recommandations officielles. Et ça a été officiellement sur des arguments de publication, des compilations, des méta-analyses reconnues comme efficaces dans les douleurs rachidiennes et articulaires, ce qui, quand même, dans l'Institut de l'appareil locomoteur, nous concerne, les migraines, en particulier la pratique de l'auto-hypnose de manière à autonomiser les patients au maximum. Bien sûr, tout ça se fait en complément d'une prise en charge médicale rigoureuse. La fibromyalgie, qui est un espèce de fourre-tout nosologique et étiologique dans lequel on met pas mal de choses, en tout cas les douleurs diffuses mal classifiées de l'appareil locomoteur, et le syndrome de l'intestin irritable également. Alors en chirurgie, que ce soit pour les accouchements, de la préparation à l'accouchement pour la relaxation jusqu'à l'hypnose utilisée pendant la salle de travail et la mise en place de la péridurale sous hypnoanalgésie ou hypnosédation. Tout ça a un intérêt tout à fait montré. Encore une recommandation récente de l'HAS sur l'intérêt de l'hypnose dans l'accouchement. Alors, l'hypnose, en pratique, qu'est-ce que c'est? Il y a 3 piliers principaux. C'est une focalisation de l'attention qui va absorber la conscience ordinaire, l'esprit cartésien, et qui va le faire basculer en conscience dite hypnotique. Alors, le terme hypnose, des fois, peut être mal compris. C'est simplement le mode de fonctionnement, encore une fois, de l'imaginaire, l'abstraction, une forme de rêverie, quelque chose qui n'est pas forcément logique, qui va laisser place aux émotions et à l'inconscient. C'est une notion plus large que l'inconscient freudien. Donc,
focalisation de l'attention sur un point, il suffit, faites l'expérience, vous allez focaliser un point fixe comme ça, et au bout de 10, 15, 20 secondes, vous allez voir que autour, ça va commencer à s'estomper finalement. C'est un mode d'entrée en induction hypnotique, dans l'état hypnotique. On peut fixer la flamme d'une bougie, son pouce, comme le fait Bertrand Piccard quand il fait la traversée avec Solar Impulse pendant 4 jours et qui dort à peu près en état auto-hypnotique 20 minutes toutes les 4 heures. Tout ça pendant 5 jours d'affilée. Bref, donc focalisation de l'attention, dissociation, ça c'est un mot qui est vraiment très important, un mot-clé qui va différencier l'état hypnotique de l'état simplement de simple relaxation. La dissociation, c'est quoi? C'est le corps est ici, l'esprit est ailleurs. C'est intéressant dans la santé, c'est intéressant dans la douleur, d'arriver à créer une réalité par son imaginaire qui soit en dehors de la douleur du corps. Et c'est là-dessus que ça se base. Et la suggestibilité est augmentée, suggestibilité justement au thérapeute ou au soignant, en tout cas l'interlocuteur qui est en face du patient. On a également une distorsion du temps, une distorsion des sensations qui sont tout à fait intéressantes. Dans les indications, bien sûr, il y a la chirurgie sous hypnoanalgésie. L'équipe de Fémonville à Liège a sorti une série de 10 000 thyroïdectomie sous hypnosédation sans anesthésie générale, avec un taux de conversion qui est de 10, sous anesthésie générale, donc un taux de conversion qui est de 18 pour 10 000. Donc une chirurgie quand même relativement invasive, sous anesthésie locale et hypnoanalgésie. Alors ce qui est intéressant, moi en tant que neurochirurgien, c'est que pourquoi l'hypnose quand on fait de la neurochirurgie, ben finalement c'est le même organe, que ce soit qu'on enlève une émotion par l'utilisation de certaines techniques relationnelles qui s'appellent l'hypnose, ou à travers un trou de trépan pour enlever une tumeur, symboliquement c'est à peu près la même chose, et ça va utiliser la dissociation. La chirurgie, c'est la dissociation du corps et l'esprit. On va travailler sur le corps pendant que chimiquement l'anesthésiste s'occupe de l'esprit pour le mettre de côté. Et c'est une dissociation. Alors que l'hypnose fait exactement la chose inverse. On met le patient en état hypnotique, on va laisser son corps de côté et utiliser finalement, le faire travailler sur son esprit, sur ses sensations, sur ses émotions. Alors une fois qu'on a dit ça, on va voir que tout ça c'est basé sur énormément, les 2000 publications concernent la douleur, mais le fonctionnement de l'hypnose pure, les neurosciences nous montrent très bien, les neurosciences modernes donc, nous montrent très bien que par exemple, il faudrait s'il vous plaît reculer d'une diapo, merci, nous montre très bien qu'il y a certaines structures cérébrales dont le cortex singulaire antérieur qui est modulé, en particulier dans la douleur, mais également dans l'état hypnotique pour d'autres choses, et que l'hypnose fonctionne parfaitement bien pour contrôler la douleur par le biais des CIDN, c'est-à-dire les contrôleurs inhibiteurs diffus de la nociception. Contrairement à l'effet placebo, l'hypnose n'est pas un effet placebo. L'effet placebo, il est médié par les endorphines, et quand on bloque les endorphines chimiquement par une molécule qui s'appelle la naloxone, on n'a plus d'effet placebo, mais on a toujours un effet hypnotique. Donc, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas de la magie, c'est quelque chose de montré, de prouvé scientifiquement. Globalement, comment ça agit? On a ici les voies de la douleur qui sont représentées ici de façon générale, avec une nociception ici. Les drogues anesthésiques de façon générale, ou les techniques chirurgicales, enfin en tout cas l'action sur le corps, se font à ce niveau-là. Ici, on a les réactions neuro-émotionnelles de type combat ou fuite. Et on a ici l'expérience de la douleur. On ne parle plus de douleur, mais de souffrance, c'est-à-dire la composante émotionnelle, puisque la douleur est une sensation et une émotion. Et l'hypnose agit sur l'émotion associée à la sensation, qui est présente à 100% dans les douleurs chroniques, et même dans les douleurs aiguës. Et l'hypnose va arriver par des techniques donc, de communication à moduler ce filtre cérébral et cette expérience de la douleur qui peut être modulée donc, par ces techniques. Je vais passer rapidement. La gestion de la douleur, donc la douleur est une sensation et une émotion. Milton Erickson a montré que la règle sur les douleurs chroniques, la règle des 3 tiers, il y a à peu près 1/3 de la douleur qui est réelle, c'est la nociception. Vous avez une arthrose de hanche, vous avez une fracture de cheville, vous allez avoir, il y a un certain, là on est plutôt dans la phase aiguë, mais en tout cas un certain pourcentage de douleur qui lui n'est pas directement contrôlable par l'hypnose. Il y a 1/3 de douleur qui appartient au futur, c'est-à-dire une douleur anticipée, c'est la peur de la douleur.
on commence à avoir mal ou les prémices d'une douleur, je pense à quelqu'un qui a une aura migraineuse, qui sait que pendant 24 heures ou 48 heures, ça va être pas facile pour lui ou pour elle. Donc il y a une anticipation douloureuse, ça c'est un tiers, mais c'est pas une douleur qui est présente. On peut dire que quelque part c'est une douleur qui est imaginée, qui est anticipée. Et de la même manière, il y a un tiers de douleur qui appartient au passé, c'est le souvenir de la douleur. On a eu mal et on sait qu'on vient de se faire un lumbago, qu'on va en avoir pour un certain nombre de jours ou de semaines, et donc il y a une peur de la douleur. Donc ça représente 2 tiers de douleur qui n'est pas immédiatement présente, ce qui est énorme. Et c'est là-dessus qu'agit l'hypnose. Donc la douleur aiguë en conversationnel, je vais passer rapidement, ce sont des techniques très intéressantes, que ce soit au bloc opératoire, aux urgences, même pour la gestion de conflits, dans un camion de SAMU ou sur un terrain de sport. Dans la boîte à outils hypnotiques, très rapidement, le lieu de sérénité. Je suis désolé, il faudrait reculer, appuyer un peu, merci. Le lieu de sérénité, ce que les anglo-saxons appellent la safe place, c'est-à-dire un lieu de sérénité émotionnelle intérieure dans lequel le sujet va pouvoir se réfugier et va pouvoir construire une réalité alternative à ce qu'on est en train de faire, nous les soignants, sur son corps. Plusieurs types d'outils hypnotiques, rapidement, remplacer le verbe être par le verbe avoir. Quelqu'un qui vient en consultation et qui me dit « je suis lombalgique », je lui dis tout de suite « ça n'existe pas ». Comment ça, ça n'existe pas? Ben non, vous êtes monsieur Jean Dupont ou madame Marie Durand, mais vous n'êtes pas lombalgique. Vous avez une lombalgie. Ah oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais c'est pas ce que vous avez dit. Ce qui sous-entend, et votre inconscient comprend ça, c'est que vous identifiez à votre maladie, à votre lombalgie en l'occurrence, où je suis migraineux. Et c'est difficile de se débarrasser de quelque chose qui définit notre identité. Donc le fait de remplacer dans son discours et dans le discours du patient, déjà du thérapeute puis après du patient progressivement, le fait qu'il est une personne normale qui a une lombalgie, ce sera beaucoup plus facile après dans le travail thérapeutique quel qu'il soit, d'arriver à se débarrasser de ça, parce que si on a quelque chose, on peut aussi faire en sorte qu'on ne l'ait plus. Deuxième chose, c'est le langage métaphorique et l'utilisation de la dissociation, et ce qu'on appelle la chosification ou réification, c'est-à-dire la matérialisation de la sensation douloureuse. C'est ce que font très souvent les patients. Je reprends l'exemple du mal de dos. J'ai l'impression que j'ai un étau dans le dos ou qu'on me brûle avec un fer rouge. Là, c'est une chosification spontanée sur lequel on va pouvoir travailler grâce au langage métaphorique qui est le langage de l'inconscient et le langage de l'hypnose. Par exemple, les sensations de décharge électricité, s'il y a des sensations de décharge électrique dans le bras par exemple, on va pouvoir travailler métaphoriquement pour couper le courant. Et ça fonctionne très très bien. Le pouvoir des mots, évoquer la guérison est déjà de la guérison, c'est ce qu'on appelle le principe d'évocation. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, tout le monde va y penser, même si je vous demande de ne pas y penser, simplement parce que j'ai évoqué ce terme-là. Le seul fait de parler de la douleur va provoquer la douleur, ça c'est très bien montré, je vous montrerai après une publication, il y en a des kilotonnes dans PubMed. Le terme de douleur donc appelle la douleur, évoquer la guérison est déjà de la guérison, ce sont des thérapies brèves, l'hypnose et pas mal d'autres, elles sont orientées solutions, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher pourquoi on ne va pas bien, mais comment directement et pratiquement aller mieux. Voilà un exemple d'une publication, ce sont des groupes d'anesthésie et d'obstétrique australiens, 232 femmes avec une méthodologie hyper carrée, 2 groupes. Premier groupe, simplement la seule variable des 2 groupes, c'était la question posée par l'infirmière ou le praticien en tout cas, qui au réveil, en salle de réveil, va poser la question « Est-ce que vous avez mal ?» Et après, on fait la prise en charge. Et dans le deuxième groupe, est-ce que vous vous sentez confortable? Voilà, comment vous sentez-vous? Sans évoquer le terme de douleur. Résultat, premier groupe, 54% de douleur. Groupe 2, où on n'a pas évoqué la douleur, 24%, divisé par 2. Simplement par l'utilisation de termes adaptés. Ça réduit l'incidence de la douleur. L'intérêt pour, par exemple, un kinésithérapeute d'utiliser l'hypnose, ils sont vraiment, je les ai listés ici, bon, je ne vais pas les lire tous, mais c'est le traitement de la douleur, les raideurs articulaires, par la spasticité, par le traitement et l'utilisation d'un langage métaphorique, la gestion du stress, l'amélioration de la mobilisation, etc., la kinésiophobie, l'apprentissage de l'auto-hypnose, la préparation mentale éventuellement, que ce soit pour les sportifs ou pour également les gens qui ont une certaine forme de handicap. Le développement de l'ambulatoire fait en sorte qu'on diminue considérablement par l'utilisation de ces techniques hypnotiques la
les consommations de médicaments, y compris une fois que le patient est revenu à domicile, toutes les techniques de récupération rapide après chirurgie vont bénéficier de ces techniques de communication hypnotique et d'apprentissage de l'auto-hypnose auprès du patient. La puissance de la visualisation, la puissance de l'imaginaire, le cerveau droit, la puissance d'évocation va faire, pareil, vous avez des tonnes de publications là-dessus qui montrent que différents groupes de patients, certains ont vraiment levé de la fonte, d'autres ont imaginé qu'ils levaient de la fonte, et le troisième groupe a fait simplement une espèce de rêverie où il faisait rien de spécial. C'est une forme de groupe contrôle. Dans le groupe qui imaginait qu'il levait de la fonte, il y a eu une augmentation d'environ 15% de la force musculaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rendre sa carte de sa salle de sport, ce serait trop facile, mais on a authentiquement, c'est le rapport entre la connexion entre l'esprit et le corps, et justement pouvoir imaginer une récupération rapide après une chirurgie, et tout à fait de nature à la provoquer dans la réalité concrète du patient. D'où un intérêt en santé publique qui est vraiment intéressant. Très rapidement encore, pour finir, l'intérêt de l'hypnose, donc, pour les patients, ils sont multiples, hein, la bientraitance lors d'hospitalisation, le contrôle de la douleur, puisque c'est quand même le sujet de la présentation, avec les techniques d'hypnosédation et d'hypnoanalgésie, reprise plus précoce des activités avec l'ambulatoire, l'autonomisation, hein, l'apprentissage de l'auto-hypnose, puisque c'est quelque chose qu'on peut faire très bien, tout à fait bien soi-même. Si on a une crise douloureuse à 3 heures du matin, on ne peut pas appeler l'hypnothérapeute avec qui on a travaillé, on peut tout à fait déclencher, et ça c'est maintenant depuis plusieurs années, l'expérience qu'on peut avoir et que j'ai eue auprès de mes patients. C'est vraiment tout à fait intéressant et ça ouvre une prise en charge. On parle de responsabilisation, c'est quelque chose qui est intéressant. Pour les soignants également, ça c'est vraiment intéressant. Je vous laisserai lire en diapositive. Et pour conclure, l'hypnose pour les patients et pour les soignants, ça s'apprend facilement, c'est très ludique. C'est une autre manière de fonctionner. Ça crée un lien très fort, un lien thérapeutique vraiment très très fort. C'est tout à fait, ça s'adapte à toutes les activités médicales ou paramédicales, enfin dans le soin en tout cas. C'est très puissant sur le plan thérapeutique et ça permet de penser la santé autrement. Voilà, j'espère que j'aurai convaincu que l'hypnose et l'auto-hypnose dans la douleur, ça marche. Merci.